Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 133e épisode du podcast À côté de mes pompes, après une semaine, je dirais des plus calmes, des plus tranquilles, pas beaucoup d'actualités, pas beaucoup d'informations à vous transmettre dans cette introduction d'épisode, si ce n'est que l'entraînement se poursuit, avec en ligne de mire la première course de l'année en 2023, le 5 février prochain, en préparation, je pense, d'un semi-marathon aux alentours de la mi-mars. C'est pas encore totalement calé, mais ça devrait se dessiner dans les jours à venir pour ajuster le calendrier familial avec le calendrier sportif. Mais avant de vous dévoiler l'identité de mon invité du jour, que certains reconnaîtront pour les fidèles auditeurs du podcast, eh bien je voulais saluer Vincent qui m'a laissé un petit message sur Apple Podcast et qui me dit « Super podcast agréable à écouter avec des thèmes variés et des questions pertinentes posées par Sébastien, toujours très sympa. » Alors merci Vincent de ton message, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours d'auditeurs, que ce soit par Apple Podcast, ce qui permet, vous le savez, de faire remonter ce contenu dans les résultats de recherche et donc de rendre le podcast À côté de mes pompes bien plus visible. Mais ça me fait plaisir quand vous venez sur les réseaux pour échanger, pour discuter et oser franchir le pas. Envoyez-moi un petit message et on discute autour de notre passion commune de la course à pied. Et si vous preniez vos baskets pour faire un tour du monde ? C'est le défi que s'est donné mon invité du jour, que vous connaissez déjà puisqu'elle est passée il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, lors d'un premier enregistrement pour le podcast. Marie Léoté, alias Louti Run, est en effet de retour pour un nouvel épisode après avoir bouclé son tour du monde en courant, débuté le 6 décembre 2019 et ce tour du monde a pris fin le 30 août 2022. Durant cette période, Marie a parcouru 698 marathons en 825 jours, soit une distance de 28 300 km à travers 4 continents. Lorsque nous avions enregistré le premier épisode, Marie réalisait son tour d'Europe avec un passage dans la région d'Orléans. Après avoir dû allonger son itinéraire en Europe à cause du Covid, son tour du monde s'est poursuivi en Amérique du Nord avec la traversée des États-Unis d'ouest en est. Ce fut ensuite un autre gros morceau en Amérique du Sud, du Chili, de la Patagonie jusqu'à Buenos Aires en Argentine via les hauteurs de la cordillère des Andes. C'est par le continent le plus austral que le tour du monde de Marie a pris fin. Le passage de la ligne d'arrivée, le 30 août 2022, s'est fait du côté de Sydney. Il marque la fin de ce défi hors norme, faisant de Marie la 7e personne seulement à terminer ce tour du monde en courant. Alors nous nous étions promis d'enregistrer un épisode à la fin de cette aventure sans commune mesure et nous avons tenu parole. Marie, que je remercie pour sa bonne humeur et son dynamisme, revient aujourd'hui sur les moments forts de son épopée, les enseignements qu'elle a pu en tirer et les projets qu'elle se voit déjà accomplir. Alors je vous laisse en compagnie de Marie Léoté pour la suite de sa course au Tour du Monde. Bonne écoute à vous! Bonjour Marie, merci d'être de retour sur le podcast. La dernière fois que nous avions échangé, c'était il y a 2 ans, lors de ton passage dans la région donc de Châteaudun, avec une traversée de la Beauce qui est pas comparable à celle de l'Australie. Mais je suis ravi de te retrouver pour faire le bilan de cette 2e moitié d'aventure, ce tour du monde que tu as entrepris. C'est 28 300 km et 698 marathons. Donc bienvenue à nouveau Marie sur cet épisode du podcast. Merci Sébastien, merci de m'accueillir à nouveau. Effectivement, après 2 ans après le passage sur Orléans, il est temps de faire un petit point. Effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Alors, je vais te laisser te représenter pour les personnes qui n'auraient pas entendu le premier épisode, nous dire qui tu es, d'où tu viens, et puis revenir un petit peu sur la genèse de ce projet Tour du Monde. Ça en fait des choses à dire. Alors, je m'appelle Marie Léoté,
Mon surnom, c'est Louti et j'étais partie en décembre 2019 pour faire un tour du monde en courant. Donc, je m'étais fixé d'avancer à un rythme d'un marathon par jour et de traverser comme ça tous les continents. Pardon, tous les continents sur mon passage. Donc, j'avais prévu une traversée de l'Europe, de l'Australie, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud. Et puis, bon, il y a eu le Covid qui s'est invité sur mon passage, sur mon chemin. Donc, en fait, le voyage a été un peu retardé. Enfin, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Et en tout, ça a pris 2 ans et 8 mois. Le 1er septembre 2022, j'ai terminé mon tour du monde en courant. Et je suis devenue la 7e personne, la 2e femme à avoir bouclé l'aventure. Voilà. Donc, voilà qui je suis et ce que j'ai fait. Pour rappeler aux auditeurs, tu n'étais pas, on va dire, quelqu'un qui pratiquait la course à pied depuis ta tendre enfance. C'est venu un petit peu sur le tard. Oui, c'est ça. J'ai commencé à courir quand j'avais à peu près 26 ans, je crois. J'habitais en Grèce à l'époque. J'ai commencé à courir. C'était c'était du challenge, c'était aussi du plaisir. Et c'était surtout dès le début, ce qui me plaisait dans le running, c'était d'aller d'un endroit à l'autre. Et bon, il s'est avéré que j'ai poussé un peu le concept jusqu'à l'extrême. Mais non, c'est pas la course à pied, c'était pas du tout un sport que je pratique. J'ai beaucoup pratiqué de sport, et puis même quand j'ai commencé à pratiquer la course à pied, j'étais plutôt coureuse du dimanche, c'est-à-dire j'allais faire un marathon dans l'année, si vous voulez, mais pas. J'étais pas une dingue de la course à pied, quoi. C'est le projet vraiment, c'est le voyage qui m'a embarqué dans cette longue distance, plus que la course elle-même. Alors, sur ce projet, Tour du Monde, ça a nécessité combien de préparation en temps et en termes d'investissement? Combien tu as mis au départ pour mener à bien ce projet Tour du Monde? Entre le moment où j'ai décidé que j'allais me lancer dans ce projet et le moment où je suis partie, il y a 2 années qui se sont écoulées. Moi, je bossais à plein temps, hein, j'étais directrice financière. Et j'ai lâché mon boulot seulement à 10 jours, je crois, avant de partir, avant de faire mon premier marathon du Tour du Monde. Donc j'ai vraiment travaillé jusqu'au dernier moment parce que il fallait que je fasse des économies aussi jusqu'au dernier moment. Donc dans ces 2 ans de préparation, c'était surtout sur 3 axes. Donc il y a eu une préparation physique, une préparation logistique et une préparation financière. Et j'étais seule aux manettes. Hein. J'ai été seule aux manettes pendant toute la préparation et tout le déroulé de l'aventure. Il n'y avait pas d'équipe avec moi, si vous voulez. J'avais pas de médecin à bord. J'avais pas qui que ce soit qui s'occupait de logistique ou quoi. C'était juste moi toute seule avec mon petit téléphone portable et mes applications et je déroulais le programme. Donc je l'ai préparé vraiment pendant 2 ans. Donc ce que j'appelle la préparation logistique, c'était de s'assurer que c'était faisable déjà, c'est-à-dire en courant à peu près 40 km par jour de tomber à peu près dans une ville tous les jours, de tomber à un endroit où je peux acheter à manger, où je peux remplir mes bouteilles d'eau. Et puis aussi comment déplacer mon équipement avec moi, parce que j'ai besoin de vêtements, j'ai besoin de chaussures, j'ai besoin de porter mon ordinateur portable, etc. Donc la solution de la poussette que j'ai trouvée très rapidement, parce que au lieu de porter ça sur mes épaules, j'ai pensé que ce serait plus simple de le pousser dans quelque chose avec des roulettes. Et il s'est avéré que c'était la bonne solution. Donc ça, c'était la préparation logistique. Et ça m'a pris quand même 2 ans parce qu'il a fallu planifier toutes ces étapes à travers tous les continents à l'aide de Google Maps notamment. Donc c'était un long travail. Préparation physique, ça consistait à monter progressivement le volume. Je revenais tous les soirs du bureau en courant, ça représentait un demi-marathon par jour quand même. Et puis j'utilisais, à partir du moment où j'ai décidé de faire ce tour du monde, j'utilisais tous mes week-ends, tous mes longs week-ends, tous mes jours de congé. Je les utilisais à faire ce que j'appelle des voyages marathons, c'est-à-dire j'étais en autonomie complète, en autosuffisance avec ma poussette, et je faisais un marathon par jour dans les conditions que j'imaginais être celles du Tour du Monde. Et puis la préparation financière, bien sûr, à partir de ce moment-là, j'ai mis toutes mes billes de côté et j'ai vraiment tout mis. Quand je dis tout mis, c'est que je suis revenu les poches vides, hein, soyons clairs. J'avais pas de sponsor, donc c'est complètement autofinancé aussi. Voilà, donc c'était les 3 axes de préparation et comme j'ai dit, ça a pris à peu près 2 ans pour me placer sur la ligne de départ. Est-ce que au niveau des sponsors, justement, au fur et à mesure de l'avancée de ton projet, de l'avancée sur les différents continents que tu as découvert et parcouru, certains se sont manifestés? Ou est-ce que jusqu'au bout, tu as été seul aux manettes sans avoir d'aide financière?
Eh ben, seul aux manettes jusqu'au bout. Je pensais que j'avais imaginé, en fait, quand j'ai commencé le tour du monde, donc je m'étais préparé pour être autofinancé jusqu'au bout, parce que je voulais surtout pas qu'un problème financier puisse venir arrêter cette aventure. Donc, j'avais tout mis dedans pour justement être en mesure de le terminer. Mais je m'étais toujours dit, ça va bien finir par avoir un peu de visibilité, ce projet, ça va finir par avoir un peu de traction. Et donc, il y a des chances que vers la fin du projet, il y ait des sponsors qui se manifestent. Ça n'a pas été le cas. Alors, ça n'a pas été le cas, je pense, hein, si j'analyse un peu pour plusieurs raisons. D'abord, c'est qu'étant seule aux manettes, j'étais celle qui courait le marathon tous les jours, j'étais celle qui préparait l'étape du lendemain tous les jours, j'étais celle qui faisait mes lessives tous les jours, qui visitait les endroits où j'étais. En fait, à être toute seule, j'ai pas eu. Il aurait fallu que je fasse des choix différents pour pouvoir générer de l'attraction, c'est-à-dire faire ma propre pub, si vous voulez. Et ça, je l'ai pas fait. Donc, ce qui fait que je suis resté relativement sous le radar, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que j'avais 2000 followers sur Facebook, peut-être 1200 followers sur Instagram. C'est pas un truc qui a monté en popularité. Je pense qu'il aurait fallu, il aurait fallu que je m'y investisse pour que ça marche. Et en fait, je pense que ça s'est reflété effectivement dans l'absence de sponsors, parce que je pense que personne n'y a vu un grand intérêt. Et puis surtout, c'est que c'est passé inaperçu parce que en dehors des journaux locaux, de la presse locale, pendant mon tour du monde, j'ai pas vraiment eu beaucoup de visibilité. Même les magazines de running, on n'a pas beaucoup parlé. Je crois qu'il y a un seul magazine de running qui avait fait un petit article sur moi au bout d'un an de course, et puis c'est tout ce qu'il y a eu. Donc voilà. Donc en fait, c'est le juste retour des choses, c'est-à-dire que j'ai pas investi dedans, et donc il y a pas eu de retour. C'est un peu logique finalement. Donc pour répondre à ta question, non, il n'y a pas eu de sponsor. Alors, sur cette enveloppe globale, tu disposais, si on part sur une somme quotidienne, de combien d'euros par jour pour te nourrir? Le déplacement, c'était les chaussures avec la poussette. Mais chaque jour, tu avais le droit à combien d'euros dans ton budget? Oui, alors c'est marrant parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à me préparer pour ce tour du monde, je comptais mes économies en jours de course. Et alors, le budget, finalement, alors là, je l'ai tenu vraiment au couteau sur toute la partie européenne et Amérique du Nord, c'est-à-dire sur 75% du voyage. J'étais à exactement, tout compris, hein, 79 euros par jour. Alors, ça paraît beaucoup, mais il y a du logement, il y a de la nourriture, il y a des paires de godasses de temps en temps, il y a racheter des batteries pour les GPS ou racheter même des GPS, racheter des petits trucs. Ça compte les petits équipements du quotidien, ça compte les dépenses quotidiennes avec des grandes variations entre les continents. Et donc voilà, donc on arrivait sur 79 euros par jour. Je t'avais laissé, Marie, du côté de la Belgique lors de notre premier enregistrement. Depuis, d'autres continents se sont ouverts à toi. Quelle a été la plus grande différence entre ces 4 continents? Quel serait celui qui t'a le plus marqué, avant qu'on revienne en détail sur le périple aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Australie? Alors, c'est ça qui est intéressant justement dans ce voyage, c'est que là, ça fait 3 mois que j'ai terminé, donc tout commence, c'est un peu comme quelque chose qui a infusé, et je commence à vraiment en percevoir bien les saveurs maintenant. Et c'est vrai que chaque continent euh, a laissé une empreinte complètement différente sur moi, et ça permet d'apprécier le monde vraiment. C'est ce que j'étais venu chercher. Hein. J'étais allé chercher une compréhension du monde différente de celle que j'avais et de ce qu'on a avec ce qu'on a à notre disposition. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que donc les 4 continents que j'ai choisi de traverser, parce que j'ai pas traversé les 6 continents peuplés, mais 4 seulement. Donc, il y a l'Europe qui m'est apparue extrêmement dense, extrêmement riche, avec des pays qui sont collés les uns aux autres, des cultures, des traditions, des architectures, même des paysages. Il y a une telle variété. En fait, c'est la densité incroyable de l'Europe et la richesse incroyable de l'Europe qui m'a vraiment sauté aux yeux. Enfin, quand j'ai terminé non seulement quand j'ai terminé la traversée de ce continent à pied, mais aussi, ça m'est apparu encore plus fort quand j'ai traversé les autres continents. Parce que quand je me suis attaqué aux 3 autres continents, qui sont l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Australie, c'est fondamentalement différent, ces pays-là. Ce sont des continents qui ont été conquis par des pionniers. Et en fait, dans mes traversées, je retombais dans les pas des pionniers.
les pionniers, ils tracent une ligne à travers le continent pour aller le découvrir, pour aller le peupler, pour aller l'investir, si vous voulez. Et donc, voilà, on suit qui des lignes de chemin de fer, qui des pipelines, qui les silos à céréales le long des chemins. Et ça, c'est à travers ces trois continents. Et on voit non seulement la trace des pionniers, mais on voit aussi l'impact que ça a eu sur les civilisations qui étaient là avant. Je parle de l'Amérique du Sud. J'ai vu ce qui reste des Mapuches. Il y a 3 générations seulement, les Mapuches, c'était eux qui peuplaient le territoire. Maintenant, ils sont en minorité, ils sont écrasés, et ça se voit, c'est visible. Ils sont dans des communautés à l'écart, tout comme je l'ai vu en Amérique du Sud avec les réserves des Indiens, tout comme je l'ai vu en Australie avec les aborigènes et le peu de place qu'ils ont dans la culture actuelle. Et alors que justement, c'est des richesses de culture, de tradition, de mode de vie. Et en fait, ce qui ressort de ce tour du monde, c'est ça, c'est vraiment d'avoir été chercher une connaissance de première main presque, enfin, en le voyant, en ayant une expérience physique de tous ces continents. Donc pour moi, c'est vraiment extrêmement riche. Tout ce qui en ressort, c'est beaucoup de choses que j'aurais peut-être pu les lire dans des livres ou les voir dans des documentaires, mais ça aurait pas eu le même impact sur moi. Je pense que j'aurais pas autant compris. Oui. Donc c'est ça qui ressort. Mais la diversité incroyable de l'Europe en comparaison de ces autres continents. Alors après, effectivement, si j'avais vu l'Asie et l'Afrique, qui sont eux plus aussi des berceaux de civilisation, ma perception aurait encore été différente. Mais pour l'instant, l'Europe est la seule qui sortait vraiment du lot dans les continents que j'ai choisi de traverser. Pour revenir sur ce parcours, après l'Europe, tu as traversé l'Atlantique, direction donc les États-Unis, avec un trajet d'ouest en est, de Seattle à New York. C'était un choix de partir sur cette frange haute des États-Unis. Comment tu as choisi ton parcours justement pour traverser ce continent? Oui, alors en fait, quand je suis arrivé aux États-Unis, il faut savoir que en théorie, ma traversée de l'Europe aurait dû durer 7 mois. Mais comme avec le Covid, les frontières étaient fermées, on pouvait plus bouger, ou bien on pouvait bouger que de certaines manières, au lieu de durer 7 mois, ma traversée de l'Europe a duré 1 an et demi. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 7000 kilomètres, j'ai fait plus de 15 000 kilomètres en Europe. Donc, quand je suis arrivé aux États-Unis, quand finalement les frontières avec les États-Unis sont rouvertes, le plan que j'avais initialement, c'était sur chaque continent de traverser le maximum de pays. Donc je m'étais dit, je vais faire la frange nord, comme tu appelles, et puis je vais naviguer entre le Canada et les États-Unis, voilà, pour voir un maximum de diversité et puis culturelle aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que, bien sûr, Covid étant là, la frontière entre le Canada et les États-Unis était fermée jusqu'à quasiment la fin de mon parcours nord-américain. Donc en fait, j'ai pas pu. Donc, mais j'y ai cru un peu jusqu'au bout. C'est pour ça que je continuais. J'ai traversé l'État du Washington, je traversais naturellement le Montana, le Dakota du Nord. Donc là, j'étais quand même tout en haut. C'est-à-dire que si la frontière canadienne avait rouvert, je pense que j'aurais été bien tenté d'aller au moins faire un petit tour, passer par, je sais pas moi, les chutes du Niagara peut-être, passer par Québec, Montréal. J'étais vraiment vraiment tenté. C'était fermé, donc je suis redescendu et j'ai traversé jusqu'à New York en passant au sud de la région des lacs, le Michigan, etc. C'était une très belle traversée, moi qui m'a beaucoup beaucoup surprise. Parce que je pensais connaître un peu les États-Unis et en fait, bien pas du tout. C'est-à-dire que même si on connaît un peu la Californie, on connaît un peu la côte est, il faut savoir qu'entre Seattle et Minneapolis, parce que quand je suis parti de Seattle, la prochaine grande ville après, c'était Minneapolis, il y avait quand même 3500 kilomètres de rien. 3500 kilomètres de l'État de Washington, d'Idaho, de Montana, de North Dakota. Il y a vraiment pas grand-chose. Et c'est comment on appelle ça en anglais, un eye-opener. C'est-à-dire que oui, ça nous ouvre les yeux sur une réalité qui est vraiment le cœur des États-Unis. C'est pas du tout ce qu'on croit en connaître, ou du moins ce que je croyais moi en connaître. Donc avec des traces, comme tu l'évoquais tout à l'heure, très rectilignes. 40 km de ligne droite sans croiser qui que ce soit, sans avoir d'habitation, si ce n'est d'un point A à un point B sur ta journée de course. C'est ça, l'essentiel de cette traversée des États-Unis, l'essentiel, parce qu'après, effectivement, après Minneapolis, quand j'ai commencé à traverser le Minnesota, le Wisconsin, etc., c'était un peu plus peuplé. Mais ces fameux 3500 kilomètres de traversée, j'appelle ça la traversée du désert, en fait, la journée typique, c'était
Voilà, je partais le matin, alors là, je faisais quand même des plus grosses distances, hein, plus de 3 fois par semaine. J'étais sur des distances de plus de 50 kilomètres. Je suis allé jusqu'à des étapes de plus de 60 kilomètres, 65, je crois. Donc, il y avait des grosses étapes parce que justement, il n'y avait pas grand-chose entre temps. Et donc, je partais le matin et il y avait rien, c'est-à-dire que du bétail ou des champs sur le côté. C'était très beau, hein, ceci dit, c'était magnifique. Et puis, 50 ou 55 kilomètres plus loin, voilà, il y avait une autre station de train avec un saloon, un motel, une station-service et quelques baraques. Et c'était ça pendant 3500 kilomètres. J'y étais très, 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 très bien accueilli parce que forcément, j'étais un peu une curiosité, hein. Il y a personne qui va faire son footing, encore moins avec une poussette à bout de bras dans ces paysages-là. Donc, je pense, ça les surprenait de me voir. Donc, du coup, ils allaient plus à ma rencontre et j'ai été très, très bien accueilli avec beaucoup de bienveillance. J'ai été accueilli chez eux. On m'a payé à manger. On m'a offert de l'eau, on m'a offert une très belle hospitalité. Qu'est-ce que l'on mange au cœur de ces États-Unis en plein milieu de la campagne? C'est vraiment comme dans les films, comme je sais pas dans Le Magicien d'Oz, tu vois, ces maisons en bois, ces éoliennes dans les champs. Est-ce qu'on est dans la carte postale ou c'est vraiment ce que tu as vu? Ah oui, non, dans le Montana, dans le Dakota du Nord, oui, on est complètement dans la carte postale, c'est très beau. Mais comme je disais, moi, quand j'arrive dans je veux pas dire le mot ville, hein, c'est vraiment le petit village, là où il y a le fameux le saloon, la station-service et le motel. Et ben donc pour manger, bah c'est le saloon. Et donc au saloon, qu'est-ce qu'il y a? Bah il y a les Badlands Pizza. Alors Badlands, c'est pas juste une chanson de Bruce Springsteen, c'est aussi une marque de pizza congelée qui est servie à travers tous les États ces États où il y a rien du tout. Et donc bah on mange des pizzas congelées avec des frites congelées ou bien des burgers qui sont faits sur place. Voilà ce qu'on mange. Donc on n'a pas le choix, mais finalement, j'ai remarqué avec grande surprise que le corps s'adapte remarquablement bien. C'est-à-dire que j'ai eu dans ce tour du monde les meilleurs régimes ou les pires régimes, c'est-à-dire quand on est en Italie ou en Grèce, il faut bien admettre on mange très très bien, avec des régimes qui sont plutôt hauts en protéines, hauts en gras et faibles en carbohydrates, en sucre. Et alors là, aux États-Unis, c'était vraiment le grand n'importe quoi. Et ça n'a aucun impact sur la performance, la récupération, le niveau de fatigue, rien du tout. Ça n'a eu aucun impact. Voilà ce que j'ai conclu. Sur tes différentes semaines, si on le fige temporellement, comment tu fonctionnais? Tu avais X jours de course avec un jour de repos, 2 jours de repos. Quel était ton rythme au niveau de l'enchaînement de ces 698 marathons? Alors, l'idée au début, c'était de prendre un jour de repos par semaine, qui était le jour de repos slash logistique, c'est-à-dire où j'allais pouvoir chercher un lavomatique pour faire ma lessive, réparer mon équipement s'il y avait besoin, justement acheter une paire de chaussures quand j'avais besoin de renouveler la paire. C'était pour toutes ces petites tâches-là que je m'étais dit, il faudra quand même un jour de repos par semaine parce que ça va pas. Et puis aussi, surtout, je voulais visiter. Donc si je tombais sur des belles villes, c'était hors de question d'y passer juste une après-midi. Je voulais avoir une journée complète pour pouvoir voir. C'est vrai que quand on passe par Rome, par exemple, d'autres belles villes, on a envie de pouvoir en profiter. C'était aussi le but de ce voyage. Et puis le un jour par semaine, il est devenu un peu plus souple, hein. C'est-à-dire que des fois, je pouvais avoir jusqu'à 14 jours d'affilée de course sans m'arrêter parce qu'il y avait pas grand-chose d'intéressant. J'en avais pas forcément besoin. Je me suis rendu compte que physiquement, j'en avais pas besoin de ce jour de repos. C'était vraiment un luxe que je m'accordais. Et donc, plus le voyage avançait, plus je mettais ce jour de repos essentiellement quand je croisais la route d'un endroit qui en valait la peine en termes de une après-midi, c'est pas suffisant pour en faire le tour. J'aimerais bien avoir un peu plus de temps. Voilà comment ça se faisait. Alors sur ces États-Unis, quelles ont été les villes qui t'ont le plus marqué, qui ont été les plus belles surprises pour toi? Il y a sans aucun doute, il y a eu Chicago. Alors Chicago, pour une raison assez particulière, c'est que, alors dès la traversée de l'Europe, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une tradition qui s'est mise en route, qui était que j'étais accueillie par les consulats ou les ambassades en fin de traversée de continent. Donc ça a commencé avec Istanbul. Et en fait, j'ai fini par être mise dans le réseau des consulats et des ambassades, c'est-à-dire qu'on prévenait à distance, on disait ah tiens il y a cette fille là qui est en courant, elle va passer par chez toi. Donc du coup à Washington j'ai été accueillie, Chicago, New York, etc. Et en fait quand le consulat de Chicago est au courant de mon passage, je dis bah
tu vas tomber à peu près grosso modo le jour du marathon de Chicago, sachant que pour s'inscrire au marathon de Chicago, faut s'y prendre à l'avance, d'autant que l'année précédente, ça avait été annulé à cause du Covid, etc. Et il me dit, écoute, on va voir, mais j'aimerais bien essayer de te trouver une place pour le marathon de Chicago, juste à quelques semaines de mon approche justement. Et puis ils m'ont dit, c'est bon, voilà, t'es sur le t'es sur le marathon. Donc ils m'ont fait un super accueil. Moi je suis arrivé à Chicago, j'ai eu le lycée français qui m'a accueilli, j'ai eu le consulat, super accueil. Et puis le lendemain, moi j'étais sur la ligne de départ du marathon de Chicago. C'était complètement improbable. Et je me retrouve là à courir un marathon au milieu de dizaines de milliers de personnes avec des gens qui jouent de la musique sur le côté, qui t'encouragent. C'était un truc fou parce que pour moi, le marathon, il était, depuis le début de ce tour du monde, il était solo, sans applaudissements, sans médaille. Donc là, c'était assez amusant. Tu avais laissé la poussette de côté ou tu l'avais avec toi? Alors malheureusement, oui, parce que je m'étais dit, mais comment je vais réussir à courir un marathon sans la poussette? Parce que finalement, ça affecte aussi la manière dont mon corps, ma posture pendant la course. Et donc, j'étais un peu angoissée à l'idée de courir sans cette poussette, mais j'avais pas le droit de l'emmener. Il y avait des risques de sécurité. Et puis, on est tellement tassé dans ce marathon que on va pas non plus courir avec une poussette. Et donc, finalement, ça s'est très bien passé. Alors, ce qui est aussi amusant, c'est que j'ai fait exactement à la seconde près le même temps, la même moyenne que tous mes marathons. C'était comment on appelle ça, un split égal. C'est-à-dire que la première moitié et la deuxième moitié étaient courues exactement en même temps. Je crois que c'était 2h10, 2h17 sur chaque moitié. Voilà, marathon 4h34. Donc un rythme fou, quoi, avec ou sans poussette, le fameux métronome. Voilà. C'est ce qui te caractérise, hein, quand on regarde finalement la moyenne kilométrique et la vitesse à laquelle tu as couru, que ce soit avec ou sans la poussette. Tu le disais en off, c'est au kilomètre heure près, voire au dixième de kilomètre heure près, une vraie métronome. C'est ça se situait entre 9,1 et 9,2 km/h. Alors après, il y a eu des grandes variations, hein, je vous le cache pas. Il y a par exemple, le premier continent que j'ai fait sans la poussette, c'était l'Amérique du Sud. Alors oui, on peut dire, tiens, sans la poussette, elle a couru au même rythme que quand elle avait la poussette. Mais dans l'Amérique du Sud, j'ai eu la traversée des Andes. Donc, c'était quand même des passages à 4000 mètres d'altitude. Hein, quand on vient du niveau de la mer, courir en marathon pour monter à 4000 mètres, traverser les Andes, etc. Donc, il y avait d'autres difficultés, en fait. Mais je pense que malgré tout, c'est une moyenne de toute façon, mais le corps a trouvé de lui-même le rythme qui était durable, qui allait pouvoir perdurer sur la distance. Et là, on parle de plus de 2 ans de course. Donc, ça s'est fait naturellement, je pense. Oui. Marie, sur cette traversée des États-Unis, donc de l'ouest à l'est, on passe donc du Pacifique à l'Atlantique. Est-ce que ça a été déjà une étape supplémentaire dans ton défi? Parce que là, on était vraiment sur la traversée totale d'un continent, cette Amérique du Nord. Comment tu l'as vécu en arrivant du côté de Washington et New York? Il y avait déjà eu une traversée d'un continent de part en part avant. Il y avait eu l'Europe, mais c'est vrai que l'Europe n'avait pas pu être faite en ligne droite. Mon parcours à travers l'Europe ressemble à une assiette de spaghettis, si vous voulez, parce que naviguer entre les pays ouverts, fermés, etc. Donc, la première traversée de continent avait été très longue, très compliquée par rapport à ce qui était prévu. Là, effectivement, la traversée des États-Unis, c'est la première fois où j'allais en ligne droite, complètement. Je collais au plan quasiment au jour le jour. Il y a pas eu un jour de délai. Et ça s'est passé. Mais ça a été super parce que de le faire comme ça de manière continue, comme j'avais imaginé de faire tout le tour du monde. Hein, d'ailleurs, j'avais pas prévu ces arrêts Covid, etc. C'est super parce que j'étais parti en milieu d'été de Seattle, début juillet, et je suis arrivé le 24 novembre à New York. Et c'était une traversée à travers les saisons aussi, à travers les paysages, à travers les États, à travers les cultures aussi, parce que c'est pas juste une culture, hein, les États-Unis. Il y a la culture des villes, il y a la culture des grandes villes, il y a les cultures du Big Midwest où il y a rien. Ça a été toute la richesse que j'étais venu chercher finalement. C'est tellement vaste, c'est tellement énorme. Quand on arrive à New York, ça a rien à voir avec quand vous vous retrouvez à Billings ou à Miles City au milieu du Montana. On est très très loin, on n'est presque pas sur la même planète en fait. Donc c'était ça que j'étais venu chercher, c'est-à-dire cette expérience de voyage continu, de petite distance en petite distance, et finalement d'avoir une espèce de film de cette traversée des États-Unis, de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai goûté, de tout ce que j'ai
des gens que j'ai rencontrés, etc. Et ce film unique, là, je l'ai vraiment eu complètement déroulé sur cette traversée de 5 mois. Ça fait 5 mois entre Seattle et New York, ouais. Alors sur cette Amérique du Nord, quelle rencontre, quel personnage tu pourrais relever comme ayant été celui ou celle le plus ou la plus marquante de ces 5 mois de traversée américaine? Bah, il y en a eu beaucoup, hein, parce que étant seul comme ça, effectivement, il y avait beaucoup de gens qui venaient à ma rencontre. Il y en a une particulièrement qui m'a marqué. J'étais en train de finir ma traversée du Dakota du Nord, donc j'arrivais dans le Minnesota, et c'était, je crois que ça faisait 3 jours qu'il pleuvait, mais des seaux d'eau pas possible. Et moi, j'étais le long de cette grande route. Et puis le troisième jour de pluie, j'arrive finalement. Moi, je me pose au saloon local, donc j'arrive avec ma poussette, j'enlève mes vêtements de pluie, je sors l'ordinateur, je commande à manger. Et, et là, il y a une femme avec son mari ils étaient assis juste en face de moi. Et là, elle vient, elle s'assoit à côté de moi et elle me regarde avec des yeux. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es dans... Elle me dit en anglais, elle me dit, Are you on a mission? Alors, t'as une mission? Et moi, je lui dis, bah, comment ça, d'où vient votre question? Et elle me dit, mais on est en camping-car avec mon mari. Ça fait 3 jours qu'on te voit sur le bord de la route. Et à chaque fois, t'es plus loin que, enfin, elle me dit, tu fais des distances pas possibles et tu cours. Qu'est-ce que c'est ton histoire? Donc, je me marre un peu, je lui raconte ce que je suis en train de faire. Et là, elle a l'air fascinée. Elle me dit, mais écoute, est-ce que tu traverses le Minnesota aussi? J'ai dit, oui, je traverse le Minnesota. Et donc, j'ouvre mon tableau Excel pour lui montrer toutes les villes-étapes que j'ai prévues. Puis là, elle me dit, oh, mais tu vas passer juste à côté de chez moi, là, à tel endroit. Je dis, bah, oui, peut-être. Et elle me dit, écoute, là, elle gribonne sur un bout de papier, elle écrit son numéro de téléphone, son adresse et tout. Elle me dit, alors, quand tu es là, tu nous appelles quand tu arrives dans la ville, on vient te chercher et tu viens dormir à la maison, on va faire une fête, on va machin et tout. Moi, c'est quelqu'un que je connais pas, donc oui, après, il faut quand même se fier à son instinct. Est-ce qu'on a plutôt un bon feeling ou pas? Et cette femme, et puis après, elle me raconte un peu, elle me dit, tu sais, moi, j'ai des filles qui ont ton âge, elles font aussi un peu de course à pied, elles habitent dans d'autres États, je les vois pas souvent et tout. Donc, elle me raconte un peu aussi son histoire, et puis j'ai l'impression qu'elle me prend sous son aile de manière un peu, il y avait un côté très maternel, finalement. Et je décide de lui faire confiance, donc je continue ma course, et puis je crois que c'est à peu près 10 jours plus tard. J'arrive dans cette fameuse ville, donc je lui passe le coup de fil. Je dis bah voilà, je suis en train de rentrer dans la ville, donc elle me donne un point de rendez-vous, elle vient me chercher et là c'était ils m'ont accueilli mais comme si j'étais de leur famille quoi. Euh, donc voilà, donc j'avais la chambre d'une de leurs filles. Ils m'ont fait un super barbecue, ils ont invité tout le monde. Il y avait des voisins qui étaient là, et ils m'ont emmené sur le bord du lac. Il y avait un petit lac pas loin. On est allé prendre une bière là-bas. On est revenu. Enfin, c'était et le lendemain quand je suis partie parce que je repartais en marathon dès le lendemain. Elle était tellement émue, elle avait les larmes aux yeux en me voyant partir. C'était fou d'avoir pu faire une connexion aussi forte avec quelqu'un complètement inconnu comme ça, que juste rencontrer sur le bord de la route. Voilà, aimer des rencontres comme ça, il y en a eu plein. Hein. Celle-là, c'était probablement la plus forte. Et justement, par rapport à ton instinct, là, on est sur une belle rencontre. Est-ce que tu as eu des craintes, des peurs à certains moments, là, sur cette traversée Amérique Nord? Non, et alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y avait. En fait, je recevais les peurs des autres. On me disait que c'était un pays de fous avec, ils ont tous des pistolets à la main, ils font des tueries pas possibles, une femme toute seule, tu vas te faire violer. Mais ça, c'était les peurs des autres. Et une partie importante de ma préparation aussi, c'était de me dire, ils ont leurs peurs, mais qui ne sont pas les miennes. Donc, c'était une manière de les tenir à l'écart en disant très bien, mais il y a tous ces gens avec ces peurs. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils ont ces peurs et qui s'en défont pas de ces peurs, c'est la raison pour laquelle eux ne font pas le tour du monde et moi je la fais. C'était pas de l'inconscience. J'étais au courant des dangers. Je savais que quand j'arrivais, c'était souvent près des grandes villes, que c'est un peu plus dangereux. Fallait faire attention. Il y a certaines banlieues qui sont un peu chaudes à traverser, mais moi je passe en courant, donc on me voit pas finalement. Je suis très transparente je suis un peu le voyageur gris comme on dit, celui qu'on voit pas trop. Et mes peurs en fait, et sur tout l'ensemble du tour du monde, hein, c'est quand même 2 ans et 8 mois seul sur les routes. Il y a eu un endroit où je me suis fait un peu peur et c'était entièrement de ma faute. J'étais en train de traverser le Minnesota, non, le Montana, pardon. Il faut savoir que le Montana, c'est un État où, bah, bien sûr, comme dans tous les États-Unis, le port d'armes est autorisé,
mais surtout, la propriété privée est un sujet très touchy, c'est-à-dire que si vous rentrez par mégarde sur la propriété privée de quelqu'un, on peut vous tirer dessus, et même de dos, c'est la légitime défense qui n'a pas à être prouvée. Et là, en fait, je suivais un petit chemin et je me suis pas aperçu que ce petit chemin devenait propriété privée. Il devait avoir, le mec m'a dit, il y avait un ou deux signes, j'ai dû les passer sans faire gaffe. Mais il n'y avait pas de barrière, il n'y avait rien, quoi. Et donc, je me retrouve nez à nez face à un petit monsieur qui était en train de charger sa voiture avec tous ses armes à feu, parce qu'il partait pour une partie de chasse, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais ce qui fait que ce petit monsieur s'est retourné vers moi avec une arme à feu dans chaque main, et il était très énervé. Et je l'entendais jurer et il devenait de plus en plus impatient, nerveux en disant mais c'est pas la première fois que ça se produit, c'est ma propriété privée, qu'est-ce que vous faites là et tout. Et là j'ai compris que je m'étais mis dans de sales draps. Donc là j'ai couru très 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 vite en sens inverse et ça aurait pu déraper, hein, ça aurait pu déraper. Bah voilà, mais c'est la seule fois où j'ai senti que je m'étais mis un peu en danger. Voilà, sinon j'ai pas eu de mauvaise rencontre. Alors, quelques semaines après cette traversée des États-Unis, tu as mis le cap au sud, direction donc le Chili et l'Amérique du Sud. Donc, tu avais calibré ces quelques semaines de repos entre la traversée des deux continents, donc basculant de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud. J'avais pas du tout planifié de break, hein. Moi, les traversées de continent devaient se faire, genre, je termine le vendredi un continent, pof, le samedi, je commence l'autre continent. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que donc quand je suis arrivé à New York, ça faisait déjà 21 000 kilomètres que je courais. Donc 2 ans de course, hein, si on fait à peu près, il y a eu quelques arrêts Covid, mais 21 000 kilomètres, j'en étais à 3/4 en termes de distance de mon voyage. Et, et là, un ami s'est proposé de m'aider dans la logistique pour aller traverser l'Amérique du Sud. Ce qui moi m'arrangeait bien parce que j'avais toujours dit hein, il y avait deux endroits qui allaient être compliqués dans ma traversée, c'était la traversée des Andes et la traversée du désert australien. J'avais dit ça en solo, ça va être un peu compliqué. Les Andes parce que monter en marathon à plus de 4000 mètres d'altitude en poussant 30 kilos d'équipement dans ma poussette, ça allait être déjà compliqué. Donc quand cet ami s'est proposé, moi j'ai dit OK. Donc en fait, on a pris un petit break de juste 10 jours, je crois, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud pour prendre connaissance l'un de l'autre, on va dire, et puis à accorder un peu nos violons. Et donc la manière dont ça s'est fait à partir de là, le voyage, c'était que au lieu d'être toute seule sur la route à pousser mon équipement, je courais donc toujours toute seule sur la route, ça n'a pas changé, mais je portais juste un petit sac à dos avec juste mon eau, ma balise satellite, mes GPS, j'avais que ça avec moi. Et lui conduisait le camping-car de point A à point B tous les jours, donc du point de départ au point d'arrivée. Et puis lui, il avait son vélo, donc alors soit il venait me rejoindre un peu sur la route pour me tenir compagnie, soit il allait faire ses tours à vélo de son côté. Donc on avait chacun notre propre expérience un peu de cette traversée du continent. Et l'organisation s'est mise en route comme ça. Donc moi, franchement, ça m'a allégé ma charge hein, depuis avoir la poussette à pousser. Ça a aussi beaucoup changé ma Ta façon de physionomie. courir, ta posture, est-ce que ça n'a pas eu des impacts sur justement ta foulée, des douleurs qui seraient apparues parce que la position n'est pas naturelle? J'ai déjà expérimenté, hein, comme on l'avait dit dans le premier épisode, une vingtaine de kilomètres à courir avec une poussette, parce qu'il y avait un sportif qui faisait un Tour de France. Il était passé par la maison et j'avais fait un petit bout de chemin avec lui, sans les bras. C'est pas très naturel. Toi, tu avais déjà 21 000 kilomètres au compteur avec la poussette. Là, il fallait repartir sur un cycle nouveau, sans cette troisième roue qui était devant toi. Oui, et puis finalement, ça s'est très bien fait. J'ai pas eu vraiment d'adaptation. Elle m'a pas manqué. Je pense que j'ai dû réajuster ma posture. Ce que j'ai tout de suite remarqué, enfin, très rapidement, au bout de 2 mois, 3 mois, c'est que effectivement, tous les muscles, hein, j'avais une énorme. Je ressemblais pas vraiment, j'avais pas le corps du marathonien, parce que j'avais beaucoup de muscles dans le dos, les bras pour pousser cette poussette et surtout sur l'arrière des jambes, hein, j'avais des fessiers, j'avais les quadriceps, enfin, non, mince, à l'arrière, j'ai oublié le Les nom. ischios? C'est ça, c'est les fameux. Et j'avais quand même une musculature assez mastoc, hein, parce que c'était 30 kilos, c'est-à-dire c'était plus de la moitié du poids de mon corps, c'est-à-dire plus de 50% du poids de mon corps additionnel que je poussais à bout de bras. Donc c'était comme un effort. Donc le corps a réagi en s'adaptant,
en devenant plus fin, en portant moins de masse musculaire dont j'avais plus besoin. Mais voilà, sinon en termes de blessures, non, il y a pas eu de blessure sur ce Tour du Monde à part les doigts à cause du guidon de la poussette, mais sinon rien. Pas de blessure de Les pieds n'ont non, pas souffert. Pas d'ampoule, pas de cloque, pas de tendinite, rien du tout. pas de cloque, pas d'ongles de pied qui sautent, pas de tendinite, pas de rien du tout. Mais c'était un effort, hein, ça vient pas tout seul, hein, mais mais non, il y a pas eu. Alors, pour cette traversée de l'Amérique du Sud, quel parcours vous aviez choisi? Du Chili jusqu'à l'Argentine, c'était là dans les plans que tu avais établis au tout début justement de la programmation de ce tour du monde? Ou est-ce que tu as dû revoir tes plans là aussi? J'ai dû couper une petite partie. En fait, dans les règles du Tour du Monde, il faut traverser un minimum de 4 continents d'océan à océan. Et sur chaque continent, il faut faire un minimum de 3 000 kilomètres. Parce que bien sûr, si vous avez traversé la pointe sud de l'Afrique du Sud, vous êtes bien allé d'un océan à un autre. Mais bon, ça serait un peu tiré par les cheveux de dire que vous avez traversé un continent. Donc, de dire, il faut une distance minimum de 3 000 kilomètres. Et donc, moi, quand j'avais fait mon plan initialement pour traverser l'Amérique du Sud, j'avais une distance qui était au-delà de 3 000 kilomètres. J'avais prévu de remonter donc le Chili du sud, c'est-à-dire au niveau de la Patagonie, jusqu'à Valparaiso, de traverser les Andes, de traverser l'Argentine et puis de remonter. J'avais prévu d'aller en Uruguay, de finir du côté de Montevideo. Vu que j'avais pris tellement de retard avec le Covid, et il fallait savoir que comme c'est un tour du monde autofinancé, j'avais quand même une certaine pression financière, hein, parce que j'avais prévu des contingences, mais j'avais pas prévu une pandémie. Donc là, je commençais à être vraiment au bas du bas dans mes ressources, donc il fallait faire attention. Donc du coup, j'ai coupé un petit morceau. Donc du coup, je me suis limité, pardon, à mes 3 000 kilomètres minimum. Donc je suis bien parti du nord de la Patagonie. Je suis remonté jusqu'à Valparaiso comme prévu. J'ai traversé les Andes, j'ai traversé toutes les plaines argentines, mais j'ai fini ma course à Buenos Aires après 3 000 kilomètres de course. Voilà, j'ai 3002 kilomètres exactement. Donc, c'était Ah vraiment au ouais, cordeau. c'était ça. Je me suis dit, allez, encore les 2 derniers kilomètres. Non, non, mais c'était une très, très belle traversée, hein. C'était vraiment, je crois que c'était, en termes d'émotion, cette traversée des Andes, elle a été, ouais, c'était probablement le plus d'émotions que j'ai eu sur ce tour du monde à un endroit particulier. C'était fou. C'était une beauté incroyable. Est-ce qu'il y a des paysages là, tu parles de beauté, tu parlais tout à l'heure des contacts avec les populations locales, donc ces personnes qui sont des foyers encore des premières civilisations. Est-ce qu'il y a des lieux vraiment qui t'ont marqué plus que d'autres, même si tu le dis, cette traversée des Andes et de l'Amérique du Sud a été une des plus belles? Oui, je dirais que c'est probablement quand le tout début en fait de cette traversée Amérique du Sud. Bon, si j'enlève les Andes, qui étaient vraiment le pinacle de tout ça, mais de partir là dans cet endroit qui était juste au nord de la Patagonie. La Patagonie, qui est une région qui est complètement protégée, hein, au niveau naturel, c'est laissé en l'état, c'est complètement sauvage. Et quand on part de cet endroit-là et qu'on monte vers le nord, on est sur des territoires qui sont plus protégés. Donc on voit beaucoup de choses. On voit par exemple que les paysages, par exemple le commerce du bois au Chili, c'est un gros commerce. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ont donc rasé tous les arbres natifs, tout ce qu'il y avait avant, toutes ces espèces de forêts, de jungles qu'il y avait, et on remplace par de l'eucalyptus qui se plante bien, qui se repousse bien, qui permet de faire du bon commerce. Mais l'impact de tout ça, c'est pas juste écologique, c'est pas juste ah bah tiens les arbres natifs sont plus là. Cet équilibre avec la nature, c'était la source, c'était la base de la culture des Mapuches. C'est fou, même sur leur drapeau, ils ont leur drapeau traditionnel des Mapuches. On voit, c'est l'équilibre entre les astres, entre la nature, entre les hommes, la manière dont ils vivent. Et en fait, on se rend compte on a tout détruit. On n'a pas juste bougé des populations, on n'a pas juste changé ce qui poussait sur ces terres. On a aussi rasé une culture avec complètement. On a déstabilisé ces peuples qui se retrouvent à nu, j'imagine. Ça doit être. Je peux pas imaginer ce que c'est tout d'un coup de plus avoir de repères, de religion, de culture, de tout ce qui se transmettait aussi de manière orale et qui là disparaît complètement. Ça doit être fou. Donc, et c'était. Pour moi, cette traversée-là, elle a été belle parce que d'abord, c'était la région des lacs, des volcans, il y avait quelque chose de très sauvage.
Et puis on arrivait vers quelque chose de moins sauvage, et donc j'ai beaucoup de nostalgie pour effectivement le début de cette traversée sud-américaine, toute la région sud, magnifique, et j'espère qu'elle sera préservée encore un petit peu avant qu'on coupe tout. Le point culminant de cette traversée des Andes, tu es monté jusqu'à quelle altitude, avec quelle difficulté? Et ben c'était complètement époustouflant. C'était en fait la frontière entre le Chili et l'Argentine. On peut la passer par la route, mais c'est une route qui est interdite aux vélos et aux cyclistes parce que c'est une route avec beaucoup de tunnels notamment. Et donc, si on veut le faire à pied, on peut monter, mais c'est à flanc de montagne avec des routes comment on Enlacé? appelle ça? Voilà, enlacées. Et alors, cette journée-là, où je suis monté à plus de 4000 mètres pour passer la frontière, donc c'était du sentier de montagne, hein, c'était très poussiéreux, il y avait plus de 80 lacets. Je sais pas si vous imaginez, c'est juste complètement fou. L'Alpe d'Huez à côté, c'est rien du tout, quoi. C'est ça, c'est une petite colline avec 3 villages. Et donc là, déjà de les regarder d'en bas, je les voyais pas tous parce que après ça tournait sur le flanc de la montagne et tout, mais je pouvais en voir à l'œil nu une bonne trentaine quand même déjà. Donc je me dis bon, on y va un par un, ça va le faire. Si on y va, qui va piano, Bassano va Lantano. Donc je me dis on y va doucement, et donc en montée. C'est vrai que c'était cette journée-là, elle était particulière. D'abord, c'était d'une beauté incroyable, sauvage, d'être au milieu de nulle part, et la réalisation que sans ce tour du monde, jamais de ma vie je me serais retrouvé là. C'était un endroit qui était improbable et que je ne pouvais connaître, dont je ne pouvais en avoir l'expérience que grâce à ce tour du monde. C'est ça qui était fabuleux. Et donc, voilà, petit à petit, j'ai fini par monter tous ces lacets et je suis arrivé à plus de 4000 mètres. Il y a cette immense statue du Christ Rédempteur qui symbolise aussi la paix entre les deux pays, 1904-2004. Et avec le drapeau chilien d'un côté, le drapeau argentin de l'autre. Il n'y a pas de poste frontière, on est au milieu des montagnes. Et c'est juste un sentiment. On voit la Concagua qui culmine à 7000 mètres, je crois. Sommet enneigé, on voit à perte de vue, on voit les Andes. C'est juste complètement paumé au milieu de tout ça. Et en même temps, on n'est pas du tout perdu. On est sur Terre, on a bien les deux pieds sur Terre. Donc c'était vraiment voilà le point culminant géographiquement, mais aussi du voyage. Le fait d'être accompagné, Marie, est-ce que ça t'a, sur ce dernier quart de cette aventure autour du monde, est-ce que ça t'a aidé moralement? Je pense qu'après 2 ans en solo, j'étais prête à partager plus. Je pense que pendant les 2 premières années, d'abord, j'en avais pas vraiment le besoin parce que logistiquement, c'était plus souple sur les deux continents, Europe, Amérique du Nord. Euh, je pense que ça a été d'une aide très précieuse, notamment aussi pour l'après-tour du monde, on en reparlera peut-être après, mais d'avoir pu partager quand même un bout du voyage avec quelqu'un, ça le rend plus vivant dans l'après-tour du monde. Sur le coup, j'ai eu un peu de mal, parce que quand on fait tout toute seule, en tenant toutes les ficelles toute seule, solo pendant 2 ans, c'est difficile d'accueillir quelqu'un sur un voyage comme ça. Moi, j'avais peur que ça bouleverse mes équilibres, j'avais peur que ça change mes habitudes, et puis finalement, ça s'est très bien passé. Mais oui, ça a été un cheminement pour moi de réussir à partager avec quelqu'un, d'accueillir quelqu'un sur ce voyage fou qui était mon voyage à moi à 100%, et d'arriver à en faire un voyage à deux. Donc tu étais en partie déchargé de la logistique, puisque la personne pouvait justement, cet ami qui t'a accompagné, porter déjà les différentes affaires, parce que vous aviez le camping-car, et puis peut-être pour le ravitaillement, de pas perdre de temps une fois que ta journée de course était terminée, d'aller chercher la nourriture. Lui pouvait peut-être s'en occuper. Comment vous fonctionniez justement par rapport à cette logistique et à ces journées en dehors de la course à pied? Oui, ça a été très différent sur les deux continents qu'on a fait ensemble. Sur l'Amérique du Sud, en fait, c'était expérimental, parce qu'on commençait le truc, et puis c'était pas les grandes traversées désertiques que peut être l'Australie. Disons que sur l'Amérique du Sud, le fait d'avoir un compagnon de voyage comme ça m'a surtout beaucoup apporté. Ça a rajouté des épaisseurs un peu de profondeur sur ce tour du monde, et surtout plus de connaissances. C'est-à-dire que lui, comme une fois qu'il avait conduit le camping-car jusqu'à la ligne d'arrivée, en gros, c'est-à-dire 40 km plus loin que la ligne
que de là où je partais. Lui, il partait avec son vélo, il faisait ses trucs, et en fait, il voyait beaucoup plus de choses que moi. Et non seulement ça, mais parfois il me disait, tiens, par exemple, là pour demain, j'ai trouvé un petit sentier qui est un peu parallèle, plus ou moins, à la route. Ça t'évitera de conduire, de De courir courir. sur la route avec les camions, les voitures, etc. Donc parfois il avait trouvé une autre manière d'aller de A à B qui moi m'arrangeait bien parce que je préfère toujours courir sur sentier que sur l'asphalte naturellement. Parfois c'était des trucs. Tiens, bah là, on arrive au pied. Je me rappelle de ça. On arrive au pied des Andes. Et il me dit, oh là, demain, faut absolument passer par cette petite route-là. Et puis, il y a cette espèce de grand domaine viticole au pied des Andes avec les montagnes en fond de toile. Ça doit être extraordinaire. Donc, on a fini j'ai fini le marathon du jour. On est allé visiter ce domaine. Et on était là, ils nous ont emmenés, ils nous ont montré leurs vignes, ils nous ont fait goûter leur vin et c'était juste absolument improbable. Donc tout ça, c'est des petites expériences, en fait, des petites touches qui venaient se rajouter, alors que j'aurais pas forcément fait de moi-même, et surtout je l'aurais pas forcément vu, j'aurais pas su que c'était là. Donc il m'apportait quand même beaucoup plus de quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus vaste, et aussi de lui aller faire ses trucs. Donc parfois il revenait avec des spécialités culinaires, des trucs. Il avait vu, il apportait régulièrement des empanadas, notamment, c'était son grand truc. Et il m'apportait beaucoup plus de richesse locale, j'ai envie de dire, voilà. Donc un beau duo formé en Amérique du Sud qui s'est poursuivi du côté de l'Australie. Donc après cette arrivée à Buenos Aires, deux, trois petits pas de tango et hop, on file sur l'Océanie, cap sur l'Australie. C'est ça. Et là, c'était un peu particulier parce que c'est le dernier continent. C'était la dernière fois que je tournais le dos à un océan pour aller chercher ce qu'il y avait de l'autre côté. Mais c'était une traversée très très belle, hein, encore une fois. Et alors là, effectivement, l'avantage d'avoir mon compagnon de voyage à mes côtés, parce qu'il y a quand même le désert du Null Arbor, il fait 1200 kilomètres. Il faut savoir que dans ce désert, les seules traces de vie qu'il y a, c'est à peu près tous les 200 kilomètres, vous avez une station-service avec ce qu'on appelle une roadhouse, c'est-à-dire, grosso modo, un petit motel, un petit routier, quoi, avec quelques chambres de motel et puis un bar-restaurant, voilà, mais très très limité en termes de ce qui est à disposition. Donc, c'est-à-dire que si j'avais pas eu mon compagnon de voyage, il fallait quand même s'enquiller 4-5 marathons d'affilée sans avoir moyen de ni trouver de source d'eau, ni de source de nourriture, etc. Donc, ça aurait été très compliqué. Ça aurait été faisable, hein, j'avais mon équipement de camping, j'avais tout ce qu'il fallait, je l'avais prévu comme ça. Mais c'est vrai que d'avoir un compagnon de voyage, ça a largement facilité la tâche. Et puis, du coup, on conduisait, enfin, moi je courais mes 40 kilomètres, lui conduisait le camping-car jusqu'au point d'arrivée. Et il y a des jours comme ça, bah, on était au milieu de nulle part, en pleine nature. Voilà, on laisse le camping-car sur le côté et puis on dort là au milieu des émeus, au milieu des kangourous, au milieu de la faune, quoi, sauvage. C'était juste magnifique. Ouais. Qu'est-ce que tu as apprécié sur ce continent australien, ce dernier territoire à parcourir? Tu le disais, hein, vu la faune, le désert, les aborigènes, avant de retourner petit à petit à la civilisation. Donc ça a été progressif, du rien au niveau du désert jusqu'à cette arrivée triomphale du côté de Sydney. Oui, ça a été très progressif, hein, parce que quand on traverse l'Australie, donc déjà, bon, on part de Perth, c'est rapidement, au bout de 2-3 jours, c'est le territoire des mines d'or, et de minerais, donc c'est essentiellement des travailleurs qu'on croise, il y a plus vraiment de ville. Et puis, donc, rapidement, après Norseman, quand on attaque cette traversée du désert, moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'était pas du tout le désert monotone auquel je m'attendais. Il y avait une grande variété, une grande richesse. Moi, j'ai eu beaucoup de richesse. C'était pas du tout le sable rouge à droite à gauche. Il y avait aussi de la végétation, une espèce de petit maquis bas, et puis beaucoup d'eucalyptus, de variétés d'eucalyptus. C'était très beau. Et puis le retour à la civilisation. Alors en fait, on n'y arrive pas d'un coup, hein. Ça se fait quand on arrive du côté de Seduna, c'est-à-dire quand on a fini la traversée de ce désert. C'est des petites villes, mais c'est quand même pas très peuplé du tout. L'Australie, je crois que l'Australie, c'est 25 millions d'habitants répartis sur tout le continent. Je sais pas si vous voyez, par rapport à la population de la France répartie sur un continent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. Et même quand on arrive dans les villes du côté de Adélaïde à Melbourne, j'ai quand même eu 3 semaines de course où on est quand même presque au milieu de nulle part, il n'y a pas grand-chose. Et de Melbourne à Sydney, encore 3 semaines de course où il n'y a pas grand-chose. Mais c'est très beau, hein, mais c'est pas un pays de grande ville, si vous voulez.
À part Adélaïde, Melbourne, Sydney, j'ai pas vu grand-chose. Enfin, Perth, oui, c'est des quatre grosses villes, mais sinon, ça reste sur des petites villes. C'est pas très peu peuplé. Mais du coup, oui, l'arrivée à Sydney, elle était magique. Est-ce que, au fur et à mesure de ton avancée, tu t'es dit, bon, je ralentis un petit peu, toi, comme un bon livre que l'on ne veut pas forcément terminer, bah là, ce tour du monde, est-ce que tu as ralenti le curseur ou non? Toujours métronome à 9,1, 9,2 km/h. Est-ce qu'il y a eu une peur de finir? Euh, alors, je vais répondre en plusieurs temps à ta question. Donc, en termes de est-ce que j'ai pris le temps, j'ai ralenti ou pas, d'abord, je pouvais pas, enfin, en termes de planning, parce que donc j'avais donné rendez-vous pour le finish à mes parents qui avaient fait le voyage pour venir m'accueillir à Sydney. Il y avait l'ambassade et le consulat qui étaient au courant aussi et qui avaient prévu un petit événement pour m'accueillir. Donc, à partir de ce moment-là, j'allais pas commencer à dire tiens non, bah, finalement j'arrive 2 jours plus tard ou 3 jours plus tard. Donc ça, c'était calé. Et puis en termes de rythme de course, moi, mon rythme, il était vraiment naturel. C'est-à-dire que des premières foulées de la journée aux dernières foulées du marathon, le rythme était le même. C'est-à-dire que je le forçais pas, il était naturel, il était conversationnel. Donc le ralentir me paraissait même pas possible, presque pas naturel en fait. Donc j'ai continué à courir comme je le faisais toujours, mais j'ai jamais considéré que c'était dans la poche avant les dernières foulées à Sydney. C'est-à-dire que malgré tout, même si on se rapproche du point d'arrivée, il y a quand même un marathon à courir par jour. Et c'est jamais rien, c'est jamais inconséquent, c'est quand même un marathon à courir par jour. Donc j'ai été très vigilante jusqu'à la fin. Après, en termes d'émotion, ça c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. Un voyage comme ça, on a, je sais pas, ou bien à moins de l'avoir fait dans la souffrance, dans des conditions terribles, mais moi tel que je l'ai fait, j'avais mais zéro envie que ce voyage se termine. Après, bon, raisonnablement, il faut qu'il se termine. D'abord, j'ai les poches vides, et puis voilà, ça fait déjà 2 ans et 8 mois que je courais, mais dans la tête, c'est un peu le bazar. C'est une espèce de d'arc-en-ciel pas possible. Moi, j'étais très contente d'arriver, de voir mes parents qui étaient là, de voir la petite fête. C'était un moment festif, joyeux, et puis aussi, il y avait une petite satisfaction. Je pouvais enfin me donner cette petite tape sur l'épaule en me disant, bah, well done, tu l'as fait, quoi. T'avais un rêve complètement dingue et t'es allé jusqu'au bout. T'as pas laissé tomber. T'aurais eu 1000 fois l'occasion d'arrêter. Il y a eu le Covid. Et puis non, t'as vraiment été jusqu'au bout. Donc là, c'était le moment où j'ai pu exprimer une petite satisfaction de me dire que j'avais emmené le projet jusqu'au bout. Et puis de voir tout le monde, c'était festif. Et en même temps, il y avait ce truc en arrière-plan où je me disais, mais mince, mais c'est terrible, j'ai pas du tout envie que ça s'arrête, j'ai envie de continuer. Et bon. Donc c'était un peu, voilà, c'était un peu le mix des émotions. Mais j'étais très contente malgré tout, très heureuse. Pour revenir, Marie, à cet échange avec tes parents, quels ont été leurs premiers mots quand ils t'ont vu arriver du côté de Sydney? Et puis on viendra après sur leur impact durant ces 2 années et demie. Est-ce que tu as pu avoir des contacts réguliers avec eux et comment tu as géré ces relations familiales? Eh ben, quand je suis arrivée à Sydney, c'était très festif, donc je sais même plus quels ont été leurs premiers mots. Bon, on se parlait souvent, c'est pas comme si on se parlait par WhatsApp, on se parlait pas par Skype, on s'appelait de manière régulière. Mais non, je crois qu'ils ont dû me féliciter, ils ont dû me dire, je crois que c'était bravo, voilà. Et puis on était très contents de se retrouver. Mais sur l'ensemble du Tour du Monde, alors c'est marrant parce qu'ils ont été avec moi sur la ligne de départ et sur la ligne d'arrivée. Moi, j'avais pas prévu, j'avais prévu d'aller sur la ligne de départ au Portugal en décembre 2019 toute seule. Et puis j'avais dit tiens bon non, bah, on va venir avec toi, mais de manière tout à fait, c'était pas, ils en faisaient pas un grand truc, ils en faisaient pas un flanc, c'était juste bon, on va venir t'accompagner. Donc ils m'avaient déposé sur ma ligne de départ au phare du Cap Roca au Portugal. Et puis voilà, ils étaient partis dans la journée. Et puis ma première grosse traversée de montagne, c'était quand j'ai traversé les Pyrénées entre l'Espagne et la France. Et puis alors, comme on se parlait souvent au téléphone, il m'avait dit bon bah on viendra en voiture pour voir si tu as besoin d'aide. Donc ils étaient venus, on avait passé 3, 4 jours ensemble entre Figues et Port-Vendresse en France. Voilà, on s'était vu aussi, ils avaient organisé un Noël familial à Séville en Espagne quelques semaines après mon départ. Ils avaient prévu de venir me voir beaucoup plus souvent, mais avec le Covid, bah ça leur a coupé un peu les ailes. Ils étaient là à New York quand j'ai fini ma traversée des États-Unis. Donc ils ont quand même fait beaucoup de voyages à mes côtés sur ce tour du monde. On s'est quand même pas mal vus. Et puis ça avait été aussi pas un des buts, mais c'était un des côtés
sympa de ce tour du monde, c'est que bon, s'il n'y avait pas eu le Covid, ça permettait à mes amis, à ma famille de venir me rejoindre un peu ici ou là, dans des endroits un peu improbables. Et bon, il n'y a pas pu en avoir autant que ça aurait été faisable, mais il y en a eu quelques-uns qui étaient tous des très bons moments. Alors, le 31 août au matin, est-ce que tu as hésité à remettre les chaussures au lendemain, justement, de cette arrivée à Sydney? Ah, non, parce que, alors figure-toi il y a quand même une petite technicalité. J'ai dû faire un run supplémentaire. En fait, quand j'ai fini à Sydney le 30 août, le 31 août, c'était le jour où on a fait la fête, mais le 1er septembre, j'ai dû aller me rendre en Nouvelle-Zélande pour faire un ultime run, une dernière course. Parce que une des règles de Tour du Monde, c'est que tu dois passer par 2 points antipodaux. Les points antipodaux, c'est des points qui sont diamétricalement opposés sur la surface du globe. C'est-à-dire, en gros, tu mets ton doigt à Paris, tu traverses le globe, tu arrives. Bon. Il y a très peu de points antipodaux parce que comme la surface de la Terre, c'est plus de 70% d'eau, la plupart du temps, c'est comme à la bataille navale, de l'autre côté, ça fait plouf. Et moi, mon point antipodal que j'avais trouvé, c'était entre l'Espagne, du côté de Ronda, près de Séville, ça tombait à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Donc, pour ticker toutes les règles, les règles du Tour du Monde, il fallait que je passe par un point antipodal. Donc, je suis allé faire ma dernière course, symboliquement, à Auckland. Donc, il restait une petite course après l'Australie. Et un autre continent, enfin un autre pays avec la Nouvelle-Zélande peut-être à traverser ultérieurement, mais au moins voilà, tu avais mis un pied sur la terre des All Blacks. Bah, elle était prévue dans le planning initial du Tour du Monde. Je traversais les 2 îles, toute l'île du Sud et toute l'île du Nord. C'était à peu près 1500 km de course. Malheureusement, quand je suis arrivé en fin de course, j'avais atteint plus que déjà le minimum de kilomètres qu'il fallait faire pour le Tour du Monde. J'étais bien au-delà. Et puis, j'avais, comme je t'ai dit plusieurs fois, j'avais les poches vides. Donc, on a coupé la distance, mais je la ferai, cette traversée, un jour. Quand j'aurai à nouveau mis mes finances à flot, j'irai faire cette traversée parce que j'imagine qu'elle doit être magnifique. Donc, de ces 28 300 km, 698 marathons, ça fait de toi la 7e personne seulement à avoir réalisé cette aventure autour du monde. 7e personne, oui, et 2e femme. Voilà. Et je vois que tu es la plus rapide à l'avoir réalisé. Oui, oui, il y avait eu qu'une femme avant moi, donc en fait, comme on est tellement peu, c'était pas très compliqué. Mais j'ai beaucoup de respect pour la femme qui l'a fait avant moi, qui elle était pionnière, Rosie Swellpop, la britannique, que je vais aller rencontrer là d'ailleurs d'ici quelques semaines. J'ai prévu d'aller lui rendre une petite visite. Et elle avait écrit un bouquin fabuleux sur son tour du monde qui s'appelle Just a Little Run Around the World, qui m'a aussi beaucoup inspiré quand moi j'ai commencé à préparer mon voyage. Donc oui, la plus rapide parce que bon, elle l'avait fait en 5 ans, mais c'était un tour du monde différent. Elle était passée par la Sibérie, elle était passée par l'Alaska, elle était passée par des trucs pas possibles. Donc c'était pas. De toute façon, il n'y a pas 2 tours du monde qui sont pareils. On suit les mêmes règles, mais le monde est tellement vaste qu'il y a 1000 façons de traverser. Marie, sur ces 28 300 km, j'ai noté seulement 16 paires de chaussures. Quel est le modèle que tu as utilisé? Est-ce que tu as changé de chaussures, de marque au fur et à mesure donc de ces continents traversés? Jusqu'où tu les as poussées, ces chaussures? Je les ai poussées jusqu'au bout parce qu'en fait, je poussais mon équipement, je limitais le poids, donc j'avais pas de chaussures de rechange. Donc mon idée, c'était toujours, quand j'arrive en fin de semelle, voilà, je regarde, il va bien falloir que je traverse une route, les gens s'achètent des chaussures, ils sont comme moi, donc il y a bien un endroit où je pourrais trouver une paire de godasses. Et j'ai fait comme ça tout le tour du monde et ça m'a pas posé problème. Donc du coup, par contre, ça voulait dire que j'avais pas un modèle, une marque ou quoi. J'achetais clairement ce que je trouvais. Le peu de critères que j'essayais toujours de trouver la semelle la plus fine possible, parce que les trucs avec les talons là qui font 10 cm, ça c'est pas possible. Moi, j'ai toujours dit que l'amorti du pied, il se fait avec le pied, pas avec, pas avec la chaussure, pas avec le caoutchouc de la godasse. On a un pied qui est fait pour amortir, donc autant l'utiliser, ça marche mieux et sans blessure. Donc, c'était l'idée, c'était de trouver des semelles qui laissaient mon pied faire le job, en fait, plutôt que d'essayer de faire le job à la place de mon pied. Et voilà, c'était le seul critère, donc ça a changé. Après, il y a eu des bonnes chaussures et des moins bonnes chaussures. Les bonnes chaussures, je les poussais jusqu'à 3000 km, sans aucun problème. Les mauvaises chaussures, au bout de 1000 km, il y avait le tissu qui se déchirait, il y avait bon. Mais non, sinon, une bonne chaussure, on peut facilement faire 3000 km très bien dedans, sans aucun problème.
Voilà, tu fais pas le bonheur des magasins de running, hein. Si tu dis 3000 Non, hein. km, Non, je dis ça. Je dis aussi qu'on n'a pas besoin de gel énergétique ou de barre énergétique. Je dis des trucs qui vont pas forcément dans le bon sens, voilà. Mais bon, moi, c'est l'expérience de la longue endurance. Après, c'est peut-être pas, c'est peut-être différent sur des distances différentes, je sais pas. Mais ça, c'est ma propre expérience, moi. qu'est-ce que tu as appris justement physiologiquement que tu ignorais sur le fonctionnement de ton corps? Tu l'as dit, pour les chaussures, pas de grosses semelles, c'est le pied qui fait l'amorti. Sur le plan de l'alimentation, sur le plan du fonctionnement musculaire, est-ce que ton corps t'a surpris sur cette capacité d'endurance? Ben, il m'a surpris, alors pas forcément juste sur le Tour du Monde, parce que j'avais commencé à me préparer déjà 2 ans en avance. Donc en fait, les enseignements, ils sont venus au fur et à mesure. Euh, mais en fait, ce qui est étonnant, ce qui est frappant, c'est que c'est vraiment quelque chose, une activité qui est très naturelle pour nous. La course à pied, l'homme est vraiment fait pour courir et pour courir justement de cette manière-là. C'est-à-dire, on n'est pas fait pour courir rapidement, mais on est fait pour courir lentement. C'est pour ça que si tu as lu le bouquin Born to Run de McDougall, tu as vu aussi comment il décrivait à l'époque des chasseurs-cueilleurs. C'est ce qu'on faisait, on faisait de la chasse à l'attrition, c'est-à-dire qu'on n'était pas l'animal le plus rapide, mais comme on avait l'endurance, on pouvait, et avec notre intelligence de suivre les traces des animaux, on pouvait les avoir à l'usure, et c'est comme ça qu'on avait nos proies et qu'on mangeait de la viande. Donc, et ce qui est marrant, et moi, il y a plein de choses encore, j'ai pas percé le secret, mais sur la base de mes observations, c'était fou de voir que je mangeais en moyenne, allez, 2500 à 3000 calories pardon, par jour. Alors que quand j'avais fait les calculs avec les outils scientifiques à disposition pour voir de combien de calories j'aurais besoin pour courir un marathon par jour comme ça de manière répétée, je tombais sur des chiffres affolants et je me disais mais je vais jamais pouvoir manger autant de calories que ça. Et il se trouve que finalement avec un régime où, comme je te l'ai dit plus tôt, d'un continent à l'autre, ça variait énormément. La qualité de l'alimentation, ça a eu aucun impact sur moi. C'est-à-dire que le corps métabolise très bien. Et puis aussi, le corps devient une machine très efficace, qui fait qu'avec 2500, 3000 calories par jour, j'arrivais à courir mon marathon quotidien. Et tu peux le voir sur les photos, j'étais pas rachitique ou quoi. J'avais un corps qui était en très bonne forme. Voilà. Le fait que j'ai pas eu de blessure, c'est-à-dire que quand on apprend vraiment à connaître son corps et quand on y paye vraiment beaucoup d'attention, oui, c'est faisable sans blessure. Et là, on est 3 mois après le Tour du Monde, j'ai toujours aucune douleur, il n'y a pas eu de blessure d'usure, il y a rien. Mais comme j'ai dit, c'est pas venu tout seul. Ça veut dire que moi, pendant toutes mes courses, une ou plusieurs fois pendant la course, en fonction des jours, je passais mon corps en scanning complet de la pointe des pieds jusqu'à la base du cou, pour tout analyser, pour voir si tout allait bien, si le mouvement était bon, s'il n'y avait pas de frottement, s'il n'y avait pas de tension, s'il n'y avait pas de... C'était une attention au quotidien, c'est-à-dire que ça se fait vraiment pas tout seul. Donc ça vaut le coup aussi d'apprendre sur son corps plutôt que de laisser des chaussures ou des gens extérieurs vous dire ce qu'il faut faire. Ça vaut le coup d'aller soi-même chercher ce que notre corps peut faire et ce dont il a besoin. Voilà ce que j'ai surtout appris. Est-ce que sur le sommeil, ça a radicalement changé ta façon justement de placer ce facteur de récupération dans ton quotidien? Je sais que tu n'étais pas quelqu'un qui dormait beaucoup. Est-ce que aujourd'hui tu as pris conscience de cette importance du sommeil? Alors, comme beaucoup de choses, c'est une peur qui est partie en éclat très rapidement. C'est-à-dire, au début du Tour du Monde, je pensais que j'avais besoin de dormir beaucoup. Donc, je faisais des nuits de 9 heures. Même, je plaçais une sieste dans l'après-midi. Donc, c'était un nombre d'heures de semaine incalculable. Et puis, finalement, au fur et à mesure du voyage, très rapidement, la sieste, elle a sauté. Et très rapidement, mon nombre d'heures de sommeil est retombé à peu près 7h30, 8 heures maximum par nuit. Donc, ça aussi, c'est tombé. C'est-à-dire que c'était une peur que j'avais au début, et donc je compensais cette peur en dormant, en probablement surdormant, mais bon, ça n'a eu aucun impact. Mais on se rend compte que là aussi, on peut s'adapter, se faire confiance, et puis comme c'était quelque chose que je faisais au quotidien, ce marathon, donc c'était pas un truc, ça a rapidement arrêté d'être exceptionnel. Donc quand quelque chose devient votre quotidien, le corps s'y adapte aussi en réagissant de manière, puisque c'est le quotidien, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, donc il n'y a pas besoin de dormir d'un nombre d'heures exceptionnel. Et puis finalement, ça s'adapte. Pour revenir sur l'aspect mental, Marie, est-ce que tu as là aussi découvert des pans de ta personnalité que tu ignorais? Tu le disais,
Je suis vraiment à l'écoute de mon corps, à l'écoute de ses sensations, donc vraiment en phase. Là, il n'y a pas de décalage entre le corps et l'esprit, mais mentalement, des choses que tu as mis en place pour avancer jour après jour. À quoi tu pensais justement dans tes différents marathons à travers ces différents continents, ou est-ce que tu étais tout simplement contemplative du paysage qui s'offrait à toi? Et effectivement, il y a eu, c'était beaucoup de la contemplation, hein, parce que quand on est sur un voyage comme ça, on est tellement conscient qu'il est complètement unique et que même dans le cours de ma vie, je pense pas le refaire un jour, même si j'aimerais bien. Donc on absorbe tout, on devient une éponge aux cinq sens. Hein. C'est pas juste ce qu'on voit, c'est pas juste les paysages qui défilent, c'est les saveurs, c'est les odeurs, c'est les arbres fruitiers qu'on sent et puis qu'on voit sur le bord de la route et parfois même on cueille un arbre dessus. C'est les sons, c'est les sonorités, c'est les accents, c'est tout, c'est énormément d'informations qu'on ressent physiquement au quotidien et qu'on essaye d'assimiler pour surtout pas oublier. Et donc, un des petits exercices que j'avais quand je courais, en dehors du body scan dont j'ai parlé plus tôt, c'était je me repassais les étapes une par une de ce tour du monde, une par une, et à chaque fois sur chaque ville, je me disais tiens là j'étais à Rome, après j'étais à dans telle ville, dans telle ville. Et en fait, j'essayais de rappeler à ma mémoire toutes ces sensations, tout ce dont je me rappelais de ces jours. Alors, au début du Tour du Monde, c'était un petit exercice qui se faisait rapidement, mais puis quand on arrive à avoir 400 marathons dans les pattes, ça fait quand même 400 étapes à retracer l'une après l'autre. Donc c'était un très bon exercice pour ma mémoire d'abord, moi qui n'ai pas une très bonne mémoire de manière générale, et puis aussi c'était cette volonté d'apprécier le chemin parcouru, d'être sûr qu'on en gardait une trace et puis de l'apprécier tout simplement. En parlant de traces, est-ce que tu as, jour après jour, en dehors de ta mémoire, consigné ces souvenirs, ces photos dans un espace de ton ordinateur, de ton disque dur? Est-ce que tu notais tes sensations, tes rencontres, tes paysages parcourus, vus, observés, jour après jour? Tout était consigné parce que sur mon site internet, loutiron.com, il y avait tous les jours, il y avait le blog qui était publié. Et j'ai pas manqué un blog de tout ce tour du monde. Donc, dans chaque billet de blog, il y avait généralement 3-4 paragraphes sur la journée. Il y avait une sélection de photos, entre 3 et 10 photos par jour que je mettais. Il y avait la carte, donc le lien Garmin et Strava, et puis la carte affichée pour montrer le parcours du jour. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ces blogs? Je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Donc, et puis il y avait toutes les données du jour en chiffres. Donc non, il y avait quand même un certain nombre d'informations et ça a été fait au jour le jour, sans aucun jour qui a manqué, du premier jour jusqu'au dernier jour l'arrivée à Sydney. Donc oui, donc tout ça a été consigné. Après, il y avait aussi ce que je consignais en dehors du blog, parce que le blog c'était plus un compte rendu de la journée finalement. Et puis il y a des notes qu'on prend pour après, qui tiennent pas vraiment, qui n'ont pas vraiment leur place dans un blog quotidien, mais qu'on a envie de garder pour plus tard. Alors, justement, le plus tard, après l'euphorie de cette arrivée du côté de Sydney, 3 mois après, est-ce que tu réalises, est-ce que tu prends conscience, est-ce qu'il y a eu un trou énorme, comme une dépression après un tel événement, un tel tour du monde? Comment tu l'as vécu? Comment se sont passés ces 3 mois entre ton arrivée donc à l'issue de ces 28 300 kilomètres et ce jour-là, aujourd'hui, où on enregistre? Et le début, en fait, juste après l'arrivée, a été très festif parce que je suis retourné en Normandie, d'où je suis issu, et puis on a fait une petite fête quand même. Il y a eu donc il y a le côté célébrer un peu avec les amis, la famille, qui étaient tous ces gens qui lisaient justement ce blog tous les jours, qui m'ont suivi jour par jour, étape par étape sur tout le tour du monde. Donc ça valait le coup de repasser. Enfin, j'avais très envie de revenir les voir et vraiment de leur dire à quel point leur support avait été très important pour moi, de savoir qu'on est lu et qu'on partage avec les autres, c'est extrêmement important et ça donne beaucoup plus de valeur à ce qu'on fait. Alors justement, après, derrière toutes ces célébrations, derrière tout ça, c'est vrai qu'il y a un côté où on retombe parce que pendant 2 ans et 8 mois, on a l'impression tous les jours de faire quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Et par extraordinaire, je pense pas à impossible, mais je pense qu'à quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est vrai que quand ce tour du monde est fini, on retombe dans l'ordinaire finalement. On, notre quotidien n'a plus cet éclat qu'il avait pendant tout le tour du monde. Donc c'est une petite retombée en douceur dans la réalité, j'ai envie de dire,
Mais ça s'est plutôt bien goupillé parce que quand je traversais l'Argentine, il y a un journaliste français qui est venu me rejoindre et qui a couru une semaine avec moi. Donc le type a quand même fait 7 marathons en 7 jours à mes côtés. Et il était non seulement journaliste et il a produit un très bel article sur cette expérience de courir à mes côtés, mais il m'a aussi décroché un contrat pour écrire un livre. Donc ça, c'est très bien parce qu'il est aussi agent littéraire. Et donc, du coup, il y a l'écriture du livre qui s'est mis en place dans ces 3 mois, donc qui permet quand même de garder en vie un peu ce tour du monde. Il n'est pas mort et enterré, puisque justement, je continue à essayer d'en extraire un peu toute la richesse et de la poser différemment sur le papier. Donc voilà comment ça s'est passé jusqu'ici. Bon, tu m'as coupé l'herbe sous le pied avec Oh mince. la question du livre que je voulais te poser. C'était qu'est-ce que tu veux faire justement à l'issue de ce tour du monde, le partager. Bon, il y aura un livre qui sortira dans quelques mois. Tu as déjà tous les éléments, hein, photos, textes, tu disais des choses que tu as pu consigner en dehors de ton blog. Le côté transmission, tu l'as fait également avec des écoles, avec des élèves scolaires. Ouais, pendant tout le tour du monde, j'ai été en contact avec plusieurs écoles, avec même des lycées, certains même que j'ai rencontrés au cours du tour du monde, notamment le lycée international à Vesoul. Leur classe internationale est devenue complètement fan de mon truc. Ils lisaient mon blog en anglais pendant leurs cours et on a fait plusieurs conférences avec eux. C'était absolument superbe. Donc, il y en a eu comme ça. Il y avait des lycées étrangers, des lycées français. C'est-à-dire que dans toutes les grandes villes où je passais, notamment là, je pense en Australie, à Sydney, à Melbourne, à Adélaïde, j'avais des rencontres aussi avec les lycées français locaux. Et puis, c'était pour des échanges, c'est questions-réponses, je présentais le projet, etc. Donc, il y a eu tout ça pendant le Tour du Monde. Et là, en fait, si tu me parles de plan post-Tour du Monde, donc l'année 2023, je la dédie à l'écriture du livre et à quelques conférences que je vais délivrer pour justement garder ce tour du monde en vie un petit peu pour continuer à partager. Puis à partir de 2024, là, je me remets sur les rails. Mais là, je prends l'année pour c'est l'année où je continue à faire vivre ce tour du monde sur d'autres supports que sont le support du livre et le support des conférences. Ton prochain marathon, Marie, ce sera quand ? Oh là, ça, je sais pas, parce que comme je t'avais déjà dit, je suis pas du tout compétitrice, moi. Donc, c'est courir mon marathon par jour pour aller de A à B, ça, je le fais au pied levé quand tu veux. Maintenant, me mettre sur la course, sur la ligne de départ d'une course, je sais pas trop. Pour l'instant, j'ai pas trop d'envie, mais ça va peut-être venir. Ça doit pas être facile quand même d'avoir un marathon pendant donc 825 jours, 698 marathons, quelques jours de repos et d'un jour à l'autre de ne plus avoir cette course à pied dans ton quotidien. Il a fallu quand même peut-être s'y préparer. Enfin, tu as peut-être prévu ce plan après Tour du Monde en l'intégrant dans ton plan de course entre guillemets. Oui, oui, je l'avais vu venir et puis je m'étais dit justement que mon plan, c'était de m'éloigner un petit peu de la course à pied temporairement, histoire de remettre les compteurs à zéro pour pas rester sur cette ligne très haute d'intensité sur laquelle j'étais, parce que c'est pas possible de passer d'un marathon par jour à tout d'un coup se satisfaire d'aller faire le tour du quartier en faisant 5 ou 10 kilomètres. Ça allait pas être possible. Donc du coup, j'ai décidé de couper les ponts complètement pendant 2-3 mois. Là, je vais reprendre. Et puis de faire autre chose. C'est-à-dire que du coup, voilà, j'allais faire des tours à vélo, j'allais nager, voilà, d'autres activités. Et puis je pense que ça a fait du bien. Ça permet au corps. Je me sentais pas particulièrement fatigué ou quoi. J'avais pas de blessure, j'avais rien, mais ça permet au corps de passer un peu à autre chose. Et quand le corps passe à autre chose, c'est plus facile pour l'esprit de passer aussi à autre chose. Alors 2024, tu dis, je vais me remettre sur de nouveaux rails. Là, si je regarde la carte, il y a pas mal de continents, de pays au niveau de l'équateur qui n'ont pas été parcourus. Est-ce que c'est en ligne de mire? Est-ce que c'est un projet à travers peut-être l'Amérique centrale, l'Afrique, l'Asie pour un nouveau défi pour toi, Marie? Oui, donc il y a 7 continents. Après, hein, il y a plusieurs manières de compter les continents. La manière dont je compte les continents, c'est qu'il y a l'Antarctique qui est pas peuplé. Après, on a Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Afrique, Europe, Océanie. Donc voilà, donc on est sur 6 continents peuplés, un continent pas peuplé. Et sur ces 6 continents peuplés, j'en ai traversé que 4. Donc effectivement, il me reste l'Afrique et l'Asie. C'est des continents que j'avais très envie de traverser. Malheureusement, avec des questions de géopolitique et tout, ça n'a pas été forcément faisable. Et puis surtout une femme seule. Donc là,
En ligne de mire, j'ai l'Afrique quand même. J'aimerais très bien, dès que je me remets un peu en selle professionnellement et que j'arrive à avoir un peu de budget, pourquoi pas chercher des sponsors cette fois-ci, faire l'effort d'aller chercher des sponsors, parce que maintenant j'ai plus de crédibilité aussi. Donc du coup, mon projet a plus de solidité à leurs yeux. Effectivement, faire une traversée de l'Afrique d'ouest en est, ça me tente beaucoup. Et puis l'Asie sera plus compliqué à planifier, je pense. Mais pas infaisable, donc s'y mettre un peu, mais peut-être plus tard. Dans un premier temps, c'est l'Afrique en ligne de mire. Eh bien, écoute, c'est tout le bien que je te souhaite. Je pense que de toute façon, tu as l'expérience aujourd'hui et sur ton CV, eh bien, tu es donc la record woman du Tour de Monde en courant. Donc, de ce côté-là, je pense que si on peut faire un petit coup de pouce et que des sponsors viennent te rejoindre pour un futur projet, bah, ce sera amplement mérité. On s'était donné rendez-vous à l'issue de ce Tour du Monde. Bah, c'est chose faite. Moi, je te remercie d'être de retour sur le podcast. Les auditeurs qui n'auraient pas écouté le premier épisode, bah, je les inciterai à le faire. Je remettrai les liens donc dans les notes de l'épisode. Mais un grand merci, Marie, d'avoir pris du temps pour te confier sur cette seconde partie de ton tour du monde. Et encore bravo. Merci beaucoup, Sébastien. C'était un plaisir de discuter avec toi. Donc, on se donne rendez-vous pour la sortie du livre, peut-être autour d'une conférence. On peut organiser peut-être ce genre de choses. Absolument, t'as mes contacts, donc c'est quand tu veux. Moi, ça sort au mois de septembre a priori, donc quand tu veux, on s'organise ça. Eh bien, pour les auditeurs, bah, je vous incite comme Marie à, pour l'année 2023, aller au bout de vos rêves, de mettre en place des défis. Et vous voyez, hein, même sans sponsor, même sans une grosse visibilité, parce que Marie, tu as pas eu non plus les éloges, on va dire, des chaînes de télé, des chaînes d'infos. Un petit peu à la fin, si, ils sont allés me féliciter à la fin, mais c'est vrai qu'ils savaient pas en fait ce que je faisais, c'est tout, parce que j'avais pas une grosse machine publicitaire, mais non, ils sont venus à la fin, j'ai eu des petits journaux télévisés quand même. Bon, bah, je remettrai, si je trouve quelques vidéos, je remettrai des petits liens. Ok, merci Sébastien. Et pour les auditeurs, bah, je vous dis à très vite, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.